Bonsoir à tous, bienvenue dans le Plus d'Infos Sport. On va parler de Paris 2024. Comme tous les vendredis, soyez les bienvenus. On va tenter de décrypter aujourd'hui les campagnes digitales de Paris et de Los Angeles avec un spécialiste de ces questions, Ronan Le Goff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur social média de l'agence la netsquad.com. Laurie Delostal et Roland Richard sont également là. Bonsoir. Bonsoir. On va se retrouver dans un instant pour parler des réseaux sociaux, de l'importance de tout ce qui se passe sur les réseaux pour ces deux candidatures. On en parle juste après les titres de l'actu qui sont préparés aujourd'hui par Anne-Laure Salvatico. Paris face à Los Angeles pour les JO de 2024. On est toujours dans la phase de lobbying et la bataille, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. À quoi servent-ils? Comment sont-ils utilisés? Et est-ce que Paris peut battre Los Angeles sur ce sujet? Ronan Le Goff, je rappelle que vous êtes le directeur social média de l'agence la netsquad.com. On va commencer avec un chiffre qui est mis en avant par le comité parisien. Et ce chiffre, le voici. 1 milliard de hashtags Paris 2024 vus sur Twitter depuis le début de cette année 2017. Le chiffre est énorme, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il englobe? Est-ce qu'il est important? Alors, effectivement, c'est un très bon chiffre, mais je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes. Peut-être commencer par définir ce qu'est un taux d'impression. Ça correspond en fait tout simplement au nombre de fois où des abonnés sur Twitter voient potentiellement défiler un tweet. Donc, imaginez qu'une personne voit un tweet passer 2 fois, cette personne est comptabilisée 2 fois. Donc, voilà, le chiffre est extrêmement important. Ça montre qu'il y a beaucoup de conversations autour de Paris 2024, mais ça montre aussi que... Le chiffre est un peu gonflé finalement, c'est ça que vous voulez dire par rapport... ils n'ont pas forcément été vus par tout le monde. C'est peut-être pas ce qui compte finalement, 1 milliard de hashtags c'est impressionnant, mais ce qui compte, vous parliez d'impression, c'est les engagements. Alors ça c'est du vocabulaire du monde digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Ce qui compte, c'est l'engagement finalement. Alors le plus important effectivement, c'est l'engagement. Souvent on regarde l'audience, le nombre de personnes qui suivent un compte, donc c'est un indicateur, mais ce n'est pas l'indicateur clé aujourd'hui. Nous on regarde surtout l'audience, c'est-à-dire le nombre de fois où une information est partagée, likée, commentée. Là, c'est un indicateur qui est beaucoup plus fort. On interagit finalement, quoi. Exactement, c'est le nombre d'interactions entre des abonnés, entre une communauté et un compte Twitter. Alors, on a fait un petit comparatif quand même des abonnés des 2 comptes, des 2 comités sur 3 réseaux sociaux distincts. Vous allez le voir tout de suite. Les voilà. Donc, vous voyez, sur Facebook, c'est là qu'il y a le principal différentiel. On va en parler dans quelques instants. L'écart est très important. En revanche, sur Twitter, c'est assez serré. Et puis, sur Instagram, on est quasiment au match nul. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 candidatures, en fait, visent avant tout, à travers les médias sociaux, eh bien, de réussir leur communication. Et là, encore une fois, il y a 2 cibles. Les membres du CIO, ceux qui votent, et puis il faut maintenir en fait la ferveur populaire qu'il peut y avoir derrière une candidature. Alors en fait, ce qu'on voit là en termes de chiffres est finalement assez logique. Le bassin de population américain est très supérieur à celui de la France. C'est quasiment 5 fois supérieur. On est autour de 310 millions pour les Américains et autour de 65 pour la France. Heureusement finalement qu'il y a plus d'abonnés sur les comptes américains que sur les comptes français. C'est le contraire qui serait étonnant. Oui, effectivement, avec ce rapport de 14 millions d'utilisateurs Twitter en France en décembre dernier et 67 pour les États-Unis, on est quasiment sur du x4. Donc ces chiffres-là aussi sont à prendre évidemment dans leur globalité et en prenant en compte évidemment la population aux États-Unis et en France, mais pas seulement parce que il y a une petite polémique quand même sur ce 1,2 million d'abonnés Facebook pour Los Angeles. Absolument. Quand on regarde les chiffres, on a l'impression que Los Angeles a une longueur d'avance et c'est la réalité. Ils ont 1 million d'abonnés en plus par rapport à Paris. En revanche, on s'est rendu compte, et c'est via une plateforme qui s'appelle VisiBrain, il y a une analyse qui a été menée, que Los Angeles a gagné énormément de fans au cours des dernières semaines. Je vais vous donner des chiffres plus précis. En l'espace de 6 semaines, ils sont passés de 200 000 abonnés à 1,2 million. C'est absolument considérable. Et effectivement, il y a une petite polémique qui a été lancée. On s'est demandé si Los Angeles n'avait pas finalement acheté des fans pour faire gonfler sa communauté et donner l'impression qu'il y a un véritable engouement populaire autour de la candidature. Et quand on regarde plus précisément les chiffres, effectivement, c'est très très suspect, surtout quand on regarde l'origine des pays, en fait, d'où viennent les nouveaux abonnés. On a le Bangladesh, le Népal ou encore le Pakistan qui trustent les premières places du classement. C'est-à-dire que ces 3 pays cumulent plus d'abonnés que les Américains eux-mêmes. Et j'ai un autre chiffre, en 2016, 95% des abonnés
du compte Twitter et des pages Facebook venait des États-Unis, aujourd'hui il est passé à 25%. Et tout ça en l'espace de quelques semaines. Donc évidemment, on se pose un petit peu la question et il y a certainement eu un petit peu d'achat derrière. Est-ce que finalement, ces notions de volume, est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que ce qui compte, c'est le soutien populaire dont parlait Roland? Ça, Paris peut compter dessus. On va revoir un sondage. On l'avait déjà vu, mais il est important, qui dit par exemple que 87% des Français sont au courant de la candidature parisienne, que 75% de ces Français y sont favorables, 82% chez les plus jeunes, les 15-25 ans. C'est un soutien important qui est à mettre par exemple en parallèle avec nos voisins européens, puisqu'on se souvient que les Italiens, les Hongrois avaient massivement appuyé le désistement des candidatures de Rome à Budapest. C'est ça finalement le plus important, c'est ce soutien populaire à fidéliser pour Mais je crois que c'est très important et les villes candidates l'ont bien compris. Elles ont décidé de mener campagne aussi sur le terrain du web social pour montrer qu'il y avait un véritable engouement populaire, que les communautés soutenaient vraiment les candidatures des villes. Vous vous souvenez que certaines villes ont tout simplement jeté l'éponge. Budapest, Rome ou Boston ont abandonné la compétition faute d'engouement populaire. Eh bien, ces villes-là, justement, vont investir les médias sociaux pour montrer qu'il se passe des choses, qu'il y a une véritable attente de la part des populations et vont mettre en avant toutes ces données. Il y a une inquiétude en fait réelle par rapport même au soutien populaire aux États-Unis. Vous l'avez dit, Ronan, au départ, en fait, le premier choix, on peut même le rappeler, c'était Boston pour les Américains. C'était pas Los Angeles. Et le maire en fait de Boston a reculé parce qu'il a senti que sa population n'était pas derrière lui. Et puis l'autre chose qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas vraiment en fait d'informations sur le soutien réel du jour. En ce moment même, on ne sait pas où en sont les Américains par rapport à la candidature de Los Angeles. Paris a publié beaucoup de sondages ces derniers temps avec toujours des taux très forts, entre 2 tiers et 3 quarts des gens qui étaient favorables à la candidature. Pour Los Angeles, le dernier sondage remonte à février 2016. Il était très favorable et on comprend bien, les Américains, c'était 88% à l'époque. On comprend bien, ils ne veulent pas en fait revenir en arrière. Ils se disent qu'ils auront forcément moins bien. Et en plus, c'était que les habitants de Los Angeles. Donc en un an, ça peut avoir beaucoup évolué et ce serait probablement plus bas. C'est ce qui explique peut-être cette espèce de tentative de rattrapage ou du moins d'aller plus fort sur Facebook. Avec des techniques de dopage numérique, c'est ça que vous expliquiez finalement, le fait de faire gonfler ces chiffres sur les réseaux sociaux. Parce que est-ce que c'est vraiment important par rapport aux membres du comité du CIO? Est-ce qu'ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou les sondages ou les deux? Alors, je pense que chaque ville va mettre en avant des arguments très forts. Los Angeles parlera bien évidemment de son nombre d'abonnés, qui se situe à 1,2 million aujourd'hui. Et Paris mettra en avant le taux d'engagement qui est très fort. Et Paris mène une très bonne campagne de communication sur les médias sociaux. Elle s'appuie sur des relais d'influence très forts. Il y a Teddy Riner. On a vu Olivier Giroud faire son petit signe à la fin après son but lors du France-Luxembourg. Donc Norman également, le youtubeur. Donc voilà, ils sont assez intelligents dans leur façon de communiquer. Ils s'appuient sur des relais d'influence qui sont eux-mêmes très suivis. Donc les communautés de ces personnes relayent à nouveau les messages. Donc voilà. Mais ce qui est le plus important, effectivement, c'est l'audience, c'est les conversations autour de Paris 2024. Et elles n'existent pas pour Los Angeles. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de discussion, d'engagement. C'est très faible. Et pour le coup, Paris est très en avance par rapport à Los Angeles. Et Los Angeles continue pourtant d'essayer de s'appuyer au maximum sur la technologie parce que c'est aussi au cœur du projet de Los Angeles, contrairement à Paris. On a aperçu l'image d'Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, qui mettait les lunettes Snapchat lors de la présentation du projet au Danemark. Voilà toutes ces petites choses qui font que Los Angeles veut beaucoup se servir du digital pour ce projet. Toutes les semaines, vous savez, dans le Plus Info Sport, on vous fait découvrir des sites qui pourraient accueillir des épreuves en 2024 à Paris. Aujourd'hui, on vous emmener tout près de la Tour Eiffel pour découvrir le parcours du triathlon avec un spécialiste, Frédéric Bellobre. Bonjour à tous et bienvenue à Paris. Aujourd'hui, on va parler triathlon. On est sur le site des Jeux Olympiques de 2024, près de la Tour Eiffel, comme vous pouvez le voir. Et si vous voulez voir les différents parcours, c'est par ici.
Alors c'est ici que va se passer la partie natation, les 1500 mètres, comme chaque triathlon, la première épreuve est la natation avec un ponton sur l'eau et un départ et un retour dans cette direction. Et la sortie d'eau ici pour atteindre le parc à vélo. On partira sur le parcours vélo, puis un retour ici avec le parcours course à pied le long des berges. Donc voilà, 40 km en vélo et 10 km à pied pour 1h45 de chaud. On sait qu'en étant vraiment au cœur de l'événement des Jeux Olympiques, on ne pourra pas passer à côté du triathlon, donc ça va sûrement développer le nombre de licenciés, ça va aussi faire découvrir la discipline et ce sera une occasion hors du commun et exceptionnelle d'aller vers les gens, d'aller vers le public et je pense que ça va vraiment répondre à l'attente de beaucoup de monde. C'est un rêve pour beaucoup de triathlètes de pouvoir nager dans la Seine et concourir ici à Paris au pied de la Tour Eiffel. Le projet est donc d'installer un ponton d'une centaine de mètres comme ça, perpendiculaire au mouvement de l'eau et de la Seine. Chaque athlète aura son petit espace pour le départ et plongera donc dans cette direction pour aller faire les 1500 mètres de natation. Du haut du pont, donc, on pourra voir vraiment, c'est spectaculaire, tous ces 60 athlètes plongés dans l'eau en même temps et jouer des coudes un petit peu pour se placer jusqu'à l'entonnoir qui sera la première bouée où il faudra tourner pour revenir jusqu'ici.